Alors, on va démarrer ce matin. C'est notre atelier sur les politiques. Ce matin, nous mettons l'accent sur la main-d'œuvre et la durabilité. Jennifer Wright, je vous invite à venir à l'avant pour nous présenter notre premier groupe d'invités au sujet du plan stratégique national de main-d'œuvre. Jennifer. Merci, Scott. Bonjour, merci à tous. Je suis ici pour parler ce matin du plan stratégique national de la main-d'œuvre. Nous aurons un groupe de discussion qui va nous parler de ce plan et de ce que cela peut signifier pour vous. Avant de terminer mes propos d'introduction, je vais inviter nos conférenciers à venir se joindre à nous. Tout d'abord, Julie Bissonnette, vous la connaissez peut-être, elle est la vice-présidente de la Fédération de la relève agricole. Elle fait partie aussi du conseil d'administration de la FCA et elle est membre de notre conseil d'administration au conseil des ressources humaines. Nous avons aussi Cirque Couturier qui fait partie du conseil d'administration de la FCA de CAIA. Il a été président sortant du Conseil des ressources humaines en agriculture. Il a été notre trésorier et beaucoup d'entre vous le savez, il travaille aussi avec la Marine Institute par rapport à l'aquaculture. Peggy Breckfeld, beaucoup de visages que vous connaissez ici. Peggy est présidente de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario. Elle est productrice dans le nord de l'Ontario. Et nous avons Brenna Mahoney qui siège aussi au conseil d'administration du CCRHA. Elle est directrice exécutive chez Keystone Agricultural Producers. Merci d'être des nôtres. Alors, je vais un peu vous présenter ce que c'est que le plan stratégique national de la main-d'œuvre. Puis nous aurons une conversation sur ce que ça signifie quand il en est l'utilité à l'échelle plus locale plutôt que nationale. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas au courant de ce que c'est que le Conseil des ressources humaines en agriculture, nous sommes menés par le secteur et nous travaillons à aborder, identifier les enjeux en ressources humaines pour l'ensemble de l'industrie partout au pays. Nous travaillons avec les producteurs, avec l'agriculture primaire pour identifier ce dont vous avez besoin pour examiner les compétences de la main-d'œuvre. Et dans notre travail, nous mettons l'accent évidemment sur cette pénurie de main-d'œuvre qui devient une situation de crise. Nous faisons beaucoup de recherches sur le marché du travail. Nous faisons aussi la formation, l'identification sur les compétences, beaucoup de réseautage et ce genre de choses. Ces données remontent à il y a un certain temps et je suis heureuse de pouvoir dire que nous avons obtenu du financement pour faire la mise à jour de ces données. Nous aurons des données beaucoup plus mises à jour cet été, mais comme beaucoup d'entre vous le savez, votre expérience l'indique bien, il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est carrément une crise de la main-d'œuvre. Nous savons que cette pénurie, là, les données remontent à 2018 et on sait que la situation ne s'est pas améliorée. À nos yeux, donc, nous avons beaucoup réfléchi à ce qui pourrait se faire pour faire en sorte d'agir, pour faire avancer les choses, pour regrouper l'ensemble du secteur, pour amplifier le beau travail qui est fait dans de nombreuses organisations et au sein de nombreux bons employeurs, mais aussi pour identifier où sont les lacunes au sein de l'industrie, pour travailler de concert à atteindre le même objectif. C'est la raison pour laquelle nous en sommes arrivés à cette idée qu'il nous faut élaborer un plan stratégique pour le secteur pour aborder cette crise en matière de main-d'œuvre. L'approche que nous avons adoptée est vraiment fondée sur l'action, un peu comme vous pourriez le faire dans vos propres organisations, dans l'élaboration d'un plan stratégique. C'est un peu la même idée ici. Nous avons la mission, la vision, des objectifs avec des objectifs clés pour chacun des domaines d'action. Vous avez peut-être déjà vu ce diagramme assez souvent, ce diagramme qui a été développé avec l'apport de l'ensemble de l'industrie, avec beaucoup de bénévoles qui se sont penchés sur les grands enjeux par rapport à une problématique assez complexe. Nous avons travaillé ensemble avec l'ensemble de l'industrie pour essayer d'en faire quelque chose de plus gérable, pour pouvoir regarder les enjeux de façon plus facile à aborder et nous pouvons de cette façon aller de l'avant. Alors, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez lire tout ceci, mais c'est pour vous donner une petite idée. Nous avons ici un véritable plan stratégique avec des résultats clés visés. Il y a de nombreuses organisations et des
particuliers qui vont se pencher sur tout cela pour faire avancer les choses. La vision donc de l'initiative, c'est de pouvoir dire que le secteur de l'agriculture, la fabrication d'aliments et des boissons connaissent de graves pénuries de main-d'œuvre, ça c'est évident, mais en travaillant ensemble, une feuille de route nationale pourra permettre de constituer la main-d'œuvre future. Alors pour nous, qu'est-ce que c'est que la réussite? D'ici 2030, ces secteurs auront un taux de postes vacants inférieur à la moyenne canadienne. Et comme je l'ai dit, ce travail s'est fait par le biais d'initiatives au sein de l'industrie. Je dois dire que la FCA a appuyé fermement ce travail du point de vue de la production primaire. Sans le leadership et l'engagement de la FCA en matière de ce projet, nous n'aurions pas accompli tout ce que nous avons accompli jusqu'à ce jour. Nous avons aussi de nombreux groupes de travail, des comités consultatifs, plus de 65 représentants de l'industrie qui travaillent de différentes façons au jour le jour et de nombreux autres champions pour faire avancer le débat. Et puis aussi, je suis heureuse de pouvoir dire, beaucoup d'entre vous savez ce que c'est que la stratégie nationale en matière de main-d'œuvre d'agriculture agroalimentaire Canada et leur table sur le développement des compétences. Nous travaillons avec eux. Nous essayons de ne pas dédoubler les efforts, mais nous voulons plutôt collaborer. Nous sommes très heureux d'avoir ce dialogue avec le ministère. Nous avons le sentiment que nous pouvons exprimer ce que nous dit l'industrie dans nos processus pour que dans l'élaboration de leur stratégie et dans leur travail, ils comprennent bel et bien ce que nous vivons, quelles sont nos priorités au sein de l'industrie et la façon dont nous voulons que ces enjeux soient abordés. Il y a donc une approche pour l'ensemble de l'industrie. Nous avons véritablement le sentiment autour de la table que cette pénurie de la main-d'œuvre chronique a une incidence sur la prospérité de l'industrie. En travaillant tous ensemble, nous pouvons aborder cette problématique et faire avancer les choses pour avoir une industrie plus forte. Et d'ici 2030, nous voulons éviter d'avoir à tenir ces mêmes conversations par rapport à ces enjeux de la crise de la main-d'œuvre. Alors ici, vous avez donc eu un petit peu du contexte par rapport au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Ce que nous voulons partager avec vous, c'est que ça a l'air d'être une grande stratégie nationale, mais qu'est-ce que ça va signifier pour vous en tant que producteur au jour le jour? Qu'est-ce que ça signifie pour les représentants de fédérations provinciales? Comment appliquer tout cela à votre travail au jour le jour? Quel impact est-ce que ça peut avoir sur votre travail? Voilà ce que nous allons aborder avec notre panel aujourd'hui. Et je vais commencer par la première question. Chacun de nos invités pourra répondre brièvement. Alors, pour vous donner une idée du sujet, démarrons. Julie, qu'est-ce que ce plan stratégique signifie pour toi? Ça fonctionne-tu? Oui. OK. Mais moi, pour moi, la stratégie, là, le plus important, c'est de voir la situation dans tout son angle. Fait que... tu sais, la main-d'œuvre, on en parle souvent, là, mais il y a plusieurs volets, il y a plusieurs choses à long terme aussi, il y a du court terme. Fait en ayant ouais, là, ces écouteurs, je me rends compte que ça bouge beaucoup. Donc, c'est ça, c'est ça, cette stratégie-là, c'est ça, c'est de voir tout l'enjeu sous tous les angles. Puis d'avoir une vision long terme aussi, là, pas juste à court terme de régler des problèmes dans le temps. C'est vraiment d'avoir une vision long terme pour s'assurer que l'agriculture a les moyens de ses ambitions avec la main-d'œuvre. Puis en ayant une stratégie tous communs ensemble, d'avoir des solutions communes aussi. Donc pas juste chacun de notre côté avoir des solutions à court terme ou à long terme, mais d'avoir des solutions qu'en discutant, on les trouve tous ensemble. Puis, en résumé, dans le fond, c'est un outil, c'est un moyen qu'on se donne pour prendre ce dossier-là en main puis le faire avancer pour que... Moi, c'est ça, c'est vraiment le fait de long terme, là, de voir toute la problématique dans son ensemble et de trouver des solutions long terme. Thank you very much, Julie. Merci beaucoup, Julie. Et c'est certainement ce que nous cherchons, nous aussi, organiser le long terme. Et Sire, qu'en pensez-vous? M'entendez-vous? Parfait, ça va faire l'affaire. Habituellement, je parle assez fort, à moins que Andy me dise de me la boucler. N'est-ce pas, Andy? Non, c'est une blague. Alors, ce que ça signifie pour moi
essentiellement tous les secteurs pratiquement de l'agriculture, l'agroalimentaire au Canada. 2,3 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur vivent des pénuries chroniques. Jen l'a déjà dit. Mais il existe des solutions que nous aurons en commun. Et donc, j'ai très bon espoir que nous trouvions ces solutions. Je vais vous donner un exemple. En aquaculture, nous avons les mêmes enjeux où nous avons besoin de travailleurs étrangers que nous voulons attirer vers des régions rurales. Il faut que les Canadiens comprennent que l'aquaculture, c'est de l'agriculture aussi, même genre de terminologie. Je suis convaincue qu'avec ce plan stratégique qui va ressortir de tout cela, on va aborder beaucoup de ces grands enjeux. Il va falloir que beaucoup, non seulement dans le sein du secteur agricole, déploient des efforts, mais d'autres intervenants, les universités, les collèges qui font la formation à la ferme que font les agriculteurs eux-mêmes et ce genre de choses. Je pense que ça commence à créer cette sensibilisation au sujet de l'agriculture au Canada. Ça fait 25 ans qu'on l'entend, que nous sommes peut-être mal perçus par la société, ça se poursuit. J'espère qu'en mettant cela de l'avant, cette question de la pénurie chronique de main-d'œuvre, j'ai bon espoir que les Canadiens comprendront mieux les enjeux. Le ministre Qualtrough appuie cela, le ministre Bibeau, bien entendu aussi. Quand nous l'avons rencontrée juste avant Noël, elle était très intéressée à obtenir ce rapport intérimaire, et je ne sais pas si vous l'avez obtenu dans votre trousse de documents, mais pour l'aider à résoudre le problème de pénurie de main-d'œuvre. C'est ce que ça signifie pour moi. Nous travaillons avec des agriculteurs de partout au pays pour trouver des solutions qui s'appliquent à l'ensemble des segments de l'agriculture et l'agroalimentaire. Merci, Sir. Peggy. Alors, je représente une organisation qui regroupe des producteurs et souvent, je me dis, on peut s'adresser au gouvernement, on peut dire on a un problème de main-d'œuvre. Le gouvernement va dire alors quelle est la solution? Quel est le problème? Qu'attendez-vous? Sans des données de ce genre, sans données à jour, on a beaucoup moins d'argumentaires pour proposer des solutions auxquelles ils peuvent contribuer. J'apprécie le fait que cette stratégie nationale de la main-d'œuvre nous donne l'opportunité de contribuer, de faire en sorte que toutes les voix soient entendues. Jen a parlé de collaboration, c'est important. Je pense aussi que le fait de mettre des solutions de l'avant, c'est souvent la meilleure façon de faire les choses par rapport au gouvernement. Ils ont des gens qui comprennent les défis que nous abordons, mais ils ne comprennent pas toujours les solutions qui peuvent bel et bien fonctionner à la ferme, dans les serres, au sein de notre industrie, au sein de la transformation. Le travail qui est fait dans les 5 différents groupes de travail et les grands thèmes permettent de mettre de l'avant des grandes solutions aux questions en agriculture. Merci, Peggy. Je peux aussi dire que quand la stratégie est apparue dans la lettre de mandat de la ministre et que nous avons dit que le secteur travaillait à ça depuis plus d'1 an, ils étaient très satisfaits de l'entendre parce que nous avions déjà cette longueur d'avance et nous mettions de l'avant des solutions. Brenna. Merci, Jen. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie pour moi, particulièrement en tant qu'organisation provinciale qui représente l'agriculture primaire? Pour nous, c'est une feuille de route. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Si vous représentez des producteurs dans votre province, vous n'êtes pas obligé de faire ce travail-là. Ce travail-là, il a été fait pour vous par rapport aux façons d'aborder ces enjeux. C'est applicable, c'est adaptable. C'est une feuille de route pour identifier pas seulement les emplois à la ferme, mais l'ensemble de ce qui est nécessaire pour appuyer notre secteur. C'est quelque chose que nous avons adopté dans le cadre de notre politique agricole dans la province et c'est ce qui nous fournit les outils nécessaires. Il y a 1 an et demi, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire et c'était avant que ce plan sorte, mais je faisais partie d'un groupe de travail pour ce processus. Et je me suis dit, bon, il faut arrêter, il ne faut pas réinventer la roue, fonctionnons dans ce système. Et je vous demande à tous de participer, prêtez l'oreille parce que ce travail, il a été fait pour vous.
Et si on regarde cette évolution au fil du temps, comme ça a été évoqué par Julie, nous savons en tant que secteur que nous avons la résilience, que nous sommes bons. Mais si nous n'avons pas les gens pour appuyer le secteur, nous n'allons rien accomplir. Songeons au rapport Barton de 2017 qui parlait de notre potentiel. Pour réaliser ce potentiel, il nous faut du monde. Cela va s'adapter au fil du temps. Il ne s'agit pas que d'un aperçu dans le temps d'aujourd'hui, mais ça va continuer à évoluer avec nous en tant que secteur pour que nous ayons cette résilience à long terme et pour que nous puissions améliorer et outiller les gens pour identifier les meilleures opportunités d'avenir. Merci, ça nous donne une bonne idée du travail que nous faisons. Et vous l'avez un peu abordé dans vos commentaires, mais la valeur de la collaboration et ce que cela peut signifier quand on veut faire avancer les choses et qu'on veut tous ensemble aborder l'enjeu plutôt que d'essayer de faire cavalier seul. Et c'est un élément que nous essayons d'appuyer, bien entendu, dans le cadre de ce processus. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cet enjeu de la collaboration, la façon dont l'industrie peut travailler de concert, non seulement au niveau national, mais comme Brenna l'a bien dit, il faut aussi que cela s'exprime avec la même technologie, les mêmes cadres à différents paliers aussi. Peggy, quelles sont vos impressions à ce sujet? Écoutez, chaque main-d'œuvre est différente. Pour certains d'entre nous, il s'agit uniquement que de nous. Pour certains d'entre nous, c'est nous, nos parents, dans d'autres cas, nous et nos conjoints. Et pour certains d'entre nous, nous avons une main-d'œuvre de 300 personnes qui viennent d'autres pays. Et pour certains d'entre nous, nous avons la capacité d'établir des liens avec la communauté locale. Ça peut être des étudiants, des retraités, des gens qui veulent travailler peut-être 2 heures par jour simplement pour avoir quelque chose à faire quand ils se lèvent le matin. Tout cela étant dit, cette variété, et ça c'est seulement par rapport aux gens qui travaillent. Pour nous, en plus, il y a la variété dans les fermes que vous avez dans le travail qui est à faire. La collaboration, c'est tous ensemble dire oui, de la variété, il y en a, on pourrait tous revendiquer différentes choses, mais il y a des éléments qui nous unissent. Il y a pénurie. Nous n'avons pas suffisamment de gens qui travaillent à la ferme. Alors parlons des façons d'améliorer ces nombres, d'apporter les changements. Les réponses, parfois, sont à plus long terme. Je vois des gens ici qui se battent en faveur de ce dossier depuis de nombreuses années. Oui, c'est très vrai. Mais je dois dire que de continuer à mettre ces enjeux de l'avant, faire en sorte que les programmes qui fonctionnent, les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs saisonniers, s'il y a des aspects qui fonctionnent, il faut les maintenir, c'est très précieux. Mais il y a aussi de nouvelles solutions. La technologie a beaucoup évolué et change notre main-d'œuvre. Alors faisons en sorte que cette partie-là de la conversation soit aussi tenue en ligne de compte. Julie. Voler ma réponse. Là. Moi aussi, c'était dans ce sens-là là, que chaque personne est différente. Chaque entreprise a des enjeux de main-d'œuvre différents. Il y en a au niveau des jeunes, par exemple. Il y en a qui n'ont même pas les moyens d'en avoir. Il y en a qui, même s'ils ont les moyens, ils ne peuvent pas compétitionner avec les industries dans le village qui veulent de la main-d'œuvre. Il y en a que c'est par saison. Juste au niveau des jeunes entrepreneurs, au niveau de la relève agricole, c'est déjà très diversifié comme enjeu. Donc, au niveau de toutes les productions, au niveau de toutes les régions, au niveau du pays, ça devient très grand comme problématique. Mais comme Peggy a dit, c'est long terme. Il faut s'assurer d'avoir en discutant tous ensemble, c'est là qu'on va justement trouver des solutions communes pour foncer vers ces solutions-là puis les revendiquer tous ensemble. Puis c'est de trouver des solutions aussi qui perdurent dans le temps, là, en discutant tous ensemble. Tout le monde est à la même table, on peut trouver des solutions que tout le monde est à l'aise avec, puis qu'on fonce. Puis moi, je trouve qu'en voyant ça à long terme, bien, ça aide à projeter. C'est moins des enjeux précis, des enjeux qui sont court terme, là, mettons des permis ou des choses comme ça. Oui, en ce moment, il faut le revendiquer, mais au niveau long terme, si on met toutes les solutions de notre côté pour aller à la même place, tout le monde ensemble, malgré nos différences, malgré nos réalités, bien, c'est là que ça va réussir c'est là qu'on va trouver c'est là que la problématique va s'améliorer, là.
Excellent, merci. Et je pense que Cyr et Brenna, vous avez aussi abordé ça dans vos commentaires. Alors parlons un petit peu de certains de ces éléments plus précis, des discussions que nous tenons dans les groupes de travail et dans ce que nous faisons par rapport à l'élaboration de politiques. Je sais qu'au départ, quand on a produit ce plan, la conversation par rapport à un plan de travail, un plan stratégique de la main-d'œuvre, bon, l'idée c'était d'aller au-delà d'une simple campagne, sensibilisation au sujet des emplois qui existent. Et si on a une bonne campagne de publicité, les gens vont vouloir ces emplois et puis ça va régler le problème. Mais non, on a dépassé ces notions. Il nous faut une approche plus vaste, plus complète par rapport à certains de ces enjeux qui ont une incidence sur notre capacité à attirer de la main-d'œuvre. Si vous voyez certains des grands thèmes qui sont abordés dans le plan, vous pouvez vous demander, mais quel est le lien avec la main-d'œuvre? Quel est le lien avec ma main-d'œuvre à moi? Et on a tenu beaucoup de conversations au sujet de l'infrastructure rurale. Comment est-ce qu'on attire les gens à venir vivre dans une communauté rurale? C'est là que vous allez puiser votre main-d'œuvre, mais s'il n'y a pas cette infrastructure, le logement abordable, l'accès au logement, aux médecins, à l'Internet. Et quelle est la technologie? Quel est l'impact de la technologie, non seulement quand il s'agit d'attirer des travailleurs à la ferme, mais aussi quelles sont les compétences qui sont nécessaires? En quoi est-ce que ça change? Et quelle incidence est-ce que ça a sur votre main-d'œuvre actuelle? Et il faut toujours songer à l'aspect compétitivité, rentabilité de l'industrie. Nos données montrent, et j'ai montré plus tôt, la perte de revenus, l'incapacité à prendre de l'expansion simplement parce que vous n'avez pas assez de travailleurs et ça a une incidence significative. Il faut toujours garder un œil là-dessus aussi. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être se concentrer un petit peu avec nos invités sur certains de ces domaines, certains de ces optiques qui pourraient avoir une incidence sur la rétention des travailleurs à la ferme. Alors parlons brièvement, songeons à cet impact, la numérisation, l'automatisation, la technologie. Comment est-ce que ça se présente au niveau des compétences, du nombre de gens dont vous avez besoin, cette main-d'œuvre dont vous avez besoin, et aussi au niveau de la capacité à adopter ces nouvelles technologies dans votre exploitation. Alors, commençons par Brenna. Simplement, on va changer l'ordre là. C'est intéressant, Jennifer. Je suis contente que l'on parle de ce qu'on entend par ces choses. Et puis, je vais ramener cela au niveau provincial. Nous avons adapté ce modèle comme guide, et parce que c'est basé sur la collaboration. Et par là, je veux dire que plus on accroît sa collaboration, plus pertinent l'on devient. Et nous savons qu'il y a un manque de vétérinaires. C'est un enjeu mondial. C'est pas un enjeu du Manitoba ni du Canada seulement. C'est un enjeu mondial. Alors on s'est assis, on s'est dit comment est-ce qu'on y répond au Manitoba? Qui doit être dans cette salle pour mener cette discussion? Voilà la première étape. Ensuite, nous nous sommes dit, nous savons que la rétention des vétérinaires dans la province est pleine d'opportunités, ce qui nous ouvre aussi une autre boîte d'enjeux. Nous nous attendons à ce que les vétérinaires de grands animaux soient là où les exploitants sont. Il faut qu'ils soient donc dans des régions rurales où se trouvent nos exploitants. Est-ce que nous avons des garderies? Est-ce que nous avons des centres d'achat? Voilà tout ce que nous envisageons comme besoin pour qu'il y reste. Il faut regarder ces éléments. Quels sont les outils qu'ils auront? Est-ce qu'ils pourront, eux, embaucher du personnel d'appui? Est-ce qu'il y a du personnel à embaucher dans ce domaine? Nous avons des partenariats avec les municipalités, nous devons avoir des partenariats avec des collèges, nous devons cibler les gens et avoir cette discussion. Je vais répondre à une toute dernière chose. Moi, je n'ai pas eu ma formation en agriculture, c'est dans la science de textile et dans la gestion du personnel. Je n'ai jamais pensé que l'agriculture soit une option pour moi. Quand j'étais à l'université, ceux qui étaient dans l'agriculture étaient des enfants des fermes. Alors, je sais que nous devons faire des choses. Nous avons parlé de spécialistes des données et des gens qui travaillent dans l'automatisation, les technologistes, pour appuyer ces secteurs. Ils sont là. Ils ne savent simplement pas que notre secteur existe. Nous devons cibler les opportunités pour nous,
un guide pour nous assurer que nous travaillons avec des groupes comme l'agriculture dans la salle. Nous savons qu'ils sont partout au Canada. Mais où se trouvent les personnes et comment est-ce qu'ils peuvent se connecter avec l'agriculture pour qu'ils envisagent une grande carrière? Nous savons que nous avons ce défi de la main-d'œuvre. Nous savons qu'il y a des barrières, ne pas avoir simplement l'appui, mais avant tout, que les gens sachent qu'il y a une opportunité. Il y a beaucoup de personnes qui graduent des universités. Est-ce qu'ils ont l'agriculture dans leur visée? Merci. Vous voyez ces étudiants qui viennent au quotidien et qui arrivent aux études postsecondaires. Mais qu'est-ce que l'on peut faire pour sensibiliser, pour nous assurer que les diplômés qui arrivent ont les compétences qui s'alignent avec la dynamique changeante de la main-d'œuvre, avec la technologie et l'autonomisation? On va commencer avec l'enjeu de répondre aux besoins de compétences, ce que les collèges et les universités doivent faire s'ils ne le font pas encore, c'est-à-dire les facultés agronomes. Quelles sont les compétences dont nous avons besoin? Dans notre groupe de travail des compétences, nous envisageons cela. Nous avons maintenant des collèges agronomes qui font partie de notre groupe de travail. Rena, je m'excuse. Elle va me donner un coup bientôt. Alors oui, je vais vous dire que nous avons des vétérinaires partout dans les zones rurales du Canada. Un des grands défis, à mon avis, et qui est aussi une opportunité, tel que Brenda a dit, c'est d'établir des liens avec des gens en dehors des zones rurales. Le Canada est à 70% zone urbaine et puis 30% zone rurale. Et c'est là qu'il faut établir les liens avec les personnes qui habitent dans des zones urbaines pour leur dire qu'il y a des bons emplois dans notre secteur. Pour ce qui est du développement des compétences, dans les universités où moi je travaille, nous gardons un contact avec l'industrie pour qu'il y ait de la pisciculture, des fruits de mer, etc., pour s'assurer qu'ils puissent augmenter les capacités de leurs membres. Et l'industrie fait la promotion aussi de manière extensive de ses atouts. Et en y ramenant l'industrie, on a une meilleure perspective. Et Brenda a dit, le grand défi dans certaines zones reculées et rurales, c'est d'attirer des jeunes et de faire en sorte qu'ils veuillent vivre là-bas. Il y a un manque d'infrastructures. Il y a une variété d'autres enjeux, des enjeux médicaux. Si on veut élever une famille, si vous avez un couple, vous voulez certainement une garderie ou de l'aide avec vos enfants. Dans les communautés où vous avez les exploitations agricoles, bon, alors maintenant, peut-être que je ne parlerai que de Terre-Neuve et de la côte sud, dans toutes les communautés où il y a l'aquaculture, nous savons que ce genre de choses appuie l'aquaculture et la communauté est prête à y investir parce que cela lui est fait du bien. Pour ce qui est du développement des compétences dans ce groupe, nous visons les compétences du futur. Ça fait partie du projet de compétences du futur. Il y aura plus d'enjeux de TI, l'Internet des choses, l'exploitation agricole intelligente. Tout cela fait partie des choses qu'il faut enseigner aux universités, aux collèges, pour l'intérêt de la nouvelle agronomie. Merci. Et cela nous mène à une discussion que Julie et moi-même avions ce matin pour ce qui est des jeunes fermiers, de l'accès. Qu'est-ce que c'est que l'autonomisation, la technologie pour ce groupe? Et c'était une discussion intéressante. Ça, là, c'est bien beau, oui, c'est une solution, là, mais on le voit de ce temps-ci avec la hausse des intrants, avec l'inflation, les taux d'intérêt. Les jeunes agriculteurs ont
ont de la difficulté, veut pas arriver. Puis en plus, pour les jeunes entreprises en démarrage, bien, c'est toujours les liquidités l'enjeu majeur, là. Donc, toutes les technologies, c'est bien beau, là, mais ça a un coût, ça a une durée de vie quand même à court terme, là. Fait que c'est bien beau, là, c'est une belle solution, mais pour les jeunes, c'est pas si simple que ça. Puis des fois, il y a de l'argent à mettre ailleurs avant de mettre ça en technologie, là. Donc, ça pourrait être un super bon levier, par contre, là, pour justement là, avancer l'entreprise, là, la mettre à jour et tout, là, mais ça a un coût, puis je pense que c'est pas toujours des aidés non plus au niveau des technologies, là. Thank you. Merci. Merci de cette perspective. C'est en fait quelque chose qui est reflété dans la discussion autour de la technologie de l'autonomisation. Et j'entends souvent que quand on fait l'autonomisation, on n'aura pas besoin d'autant de personnes. Et je me souviens de cet exemple qui m'a été donné. Quand vous avez un lave-vaisselle dans votre cuisine, ça ne veut pas dire vous avez besoin de moins de personnes pour le charger. Maintenant, il faut quelqu'un pour rincer avant de mettre dans la machine et pour ensuite retirer la vaisselle propre. Si vous avez des adolescents chez vous, vous vous rendez compte que c'est une autre paire de manches. En fait, nous avons parlé de la technologie, de l'impact que cela a et de l'idée que ce n'est pas... Cela ne veut pas dire qu'il faille moins de personnes, peut-être qu'il faut d'autres compétences. Peggy, moi ce que j'aime de l'autonomisation et de la technologie dans le cadre de cette stratégie, c'est que cela nous pousse à réfléchir hors les sentiers battus. Parfois, nous pensons à comment est-ce qu'on peut avoir plus de travailleurs. L'autonomisation et la technologie nous parlent de la main-d'œuvre changeante et de pouvoir attirer potentiellement des personnes qui, à prime abord, ne voudraient pas s'occuper des vaches ou de travailler avec des tomates. Mais je pense qu'en pensant, en voyant les choses en dehors des sentiers battus, dans ma communauté du Nord, par exemple, nous avions eu 2 fermiers qui voulaient des robots pour la traite des vaches. Nous sommes très loin d'accéder à un technicien. On est loin de Starbuck et du nord de l'Ontario. Comment avoir ce genre de technologie à Thunder Bay? Voilà la solution qu'ils ont trouvée. Ils sont allés trouver l'entreprise. Ils ont dit, permettez-moi d'être technicien pour nos propres robots. Et ça a pris du temps pour convaincre l'entreprise. On a commencé au début avec 4 techniciens dans une communauté de 4 exploitants de ferme à lait. On a eu assez. Et on a eu aussi 2 techniciens qui pouvaient faire ce travail parce que nous sommes arrivés à ce chiffre critique de personnes qui avaient des robots et qui avaient besoin d'entretien technique. Et voilà ce genre de stratégie que nous devons viser. Il nous faut voir les choses autrement parce que si la perception de l'agriculture ou la conscientisation ou la connaissance des emplois existants dans l'agriculture est réduite, comment est-ce que nous pouvons changer les choses? Comment nous pouvons faire les choses différemment? Rester figé ne serait pas la réponse. Nous avons la possibilité de changer les choses. Avec la collaboration, je pense que nous pouvons le faire. Merci, excellent. Merci de cette perspective. Et je vais avoir une perspective de tout le monde, mais nous avons commencé le processus avec une initiative d'industrie et menée par l'industrie. Mais avec la discussion que nous avons, nous voyons un côté de l'industrie qui émerge. Si le changement est un mot et le mot qu'il faut, la politique et les recommandations qui pourront être avancées auprès du gouvernement vont nous aider à faire un alignement avec l'impact sur la main-d'œuvre et répondre à l'enjeu de la réduction de main-d'œuvre. On a des politiques sur les travailleurs étrangers. Cela peut s'étendre aussi à certaines denrées. Il pourrait y avoir l'enjeu de l'appui
pour obtenir de l'Internet en zone rurale et aussi d'autres facettes. Peggy, ta perspective par rapport au rôle de l'industrie ainsi que le point de vue du gouvernement en réponse à cette crise. L'industrie, en bout de compte, c'est les exploitants agricoles sur le terrain. C'est les gens qui y sont, les gens qui ont leur entreprise, qui ont leur ferme, qui ont aussi leur ranch et leur serre. Et il faut qu'on trouve des solutions. Et là, le gouvernement a la possibilité d'ajuster les réglementations pour avoir la sécurité requise pour les travailleurs, pour qu'ils aient leurs droits, mais tout en nous assistant afin qu'en tant qu'employés, nous puissions ramener des gens. Il y a eu des solutions qui ont été adoptées, mais qui n'ont pas rempli le cycle. Là, je passe à le statut d'employé préféré ou d'employeur préféré. Le titre n'est peut-être pas juste, mais l'idée, c'est que ceux qui ramènent les travailleurs d'ailleurs fréquemment aient la possibilité de réduire le poids de la bureaucratie parce qu'ils l'ont fait pendant très longtemps et qu'ils aient moins de défis et de préoccupations. Que l'industrie comprenne que c'est ça la voie de l'avenir et que le gouvernement apporte des changements qui nous allégeront le fardeau. Bien sûr, dans le cadre de cette discussion, on va mettre en lumière ces enjeux et qu'on puisse obtenir les outils à améliorer les choses parce que ce ne serait pas une seule industrie qui dirait que cela ferait la différence. Ce serait plusieurs voies parmi nous. Brenda, vous travaillez avec le gouvernement à l'échelle provinciale au quotidien. Vous travaillez aussi avec l'industrie. Quelle serait votre perspective? Merci, Jennifer. C'est intéressant. Le message que nous apportons à l'intention du gouvernement, c'est que l'agriculture est une industrie importante. Quand nous réussissons, vous aussi vous réussissons. Nous avons des produits à valeur ajoutée qui vont continuer à transformer, qui vont continuer à attirer les entreprises. Et pour que cela se fasse, il faut la main-d'œuvre. Et ainsi, vous ouvrez le chemin à d'autres employeurs. Et il est donc important d'investir dans ce domaine dans la province. C'est aussi intéressant parce que quand on a travaillé dans le groupe de main-d'œuvre dans la province, le gouvernement aussi était là en tant que coprésident. Cela nous a permis un dialogue à deux voix sur les solutions à la main-d'œuvre. Il y a eu de bonnes solutions qui ont été abordées par ce groupe de travail. Et ce que l'on a vu, c'est les techniciens vétérinaires. Et nous avons des immigrants qui arrivent ici avec des formations de vétérinaires. Que faire pour que ces compétences soient reconnues au Canada sans que ce soit un processus de 6 ans, de 8 ans? Il s'agit de mettre l'accent sur un chemin plus clair. Et je crois qu'on l'a connu durant la COVID. On peut faire des changements aux réglementations rapidement. On l'a vu durant la COVID. Quelles sont les barrières qui peuvent être levées pour réaliser ces choses? Un autre exemple dans notre province, c'est à Nipwa, par exemple, et l'entreprise High Life. Nous avons toute une communauté qui se mourait, franchement, et qui est maintenant vibrante, qui vit bien et qui aide dans l'investissement à la province. C'est une ville qui est en pleine croissance. Vous avez aussi des épiceries. Vous avez toute une ville qui a connu son essor grâce à l'agriculture. Et ce succès est dû au fait que le gouvernement a ouvert la voie à l'entrée. Le rôle important du gouvernement, c'est de faire partie de la discussion, c'est de reconnaître qu'ils peuvent lever les barrières. Et en bout de compte, ce que je leur ai dit, c'est que quand l'agriculture se porte bien, ils se portent bien aussi. Nous avons le potentiel de réussir plus. Et si nous n'avons pas les bonnes personnes qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, et que nous n'ayons pas les politiques qu'il faut pour que les gens puissent arriver là où ils doivent arriver, nous ne pouvons pas répondre aux attentes déterminées par le gouvernement du Canada. Merci, Brenda.
Et aussi, ce que nous voyons, c'est qu'à travers ce processus, nous pouvons répondre aux besoins et aux priorités de l'industrie et les montrer de manière très succincte et le montrer au gouvernement. Les politiques ne sont pas bonnes si elles ne se renseignent pas auprès de ceux qui doivent vivre les politiques. Et cela se fait à travers des processus tels qu'énoncés. Donc c'est très bien. Nous avons moins de temps. Mais avant tout, je voudrais ouvrir l'opportunité à notre auditoire de poser des questions, d'avoir des échanges. Et on a parlé de la vision sur le plan stratégique, mais quel est le succès pour vous? Qu'est-ce que cela serait en 2030 à travers le processus cité ou à travers les initiatives de l'industrie? Comme stratégie, là, c'est comme problématique non plus. Donc, le futur de tout ça, là, moi, la manière que je le vois, c'est d'avoir trouvé des solutions pour faire avancer l'enjeu de tous, tous ensemble, comme on disait tantôt, là. Mais vraiment, en ayant toutes les compétences, on voit la roue là, depuis tantôt, en ayant toutes les compétences, en ayant toutes les options de tout ça, d'aller de l'avant puis de vraiment s'assurer que la main-d'œuvre. C'est ça, c'est pas simple comme enjeu. Là. Moi, je pense juste ma plus grosse problématique que je vois au niveau des jeunes, là, c'est en ce moment, il manque de main-d'œuvre, mettons, pour l'accompagnement. Fait qu'on veut un service, on veut se faire accompagner par quelqu'un, puis soit qui est nouveau, soit qui a changé. Puis ça fait tellement une grosse problématique parce que oui, on a bien beau être formé, mais des fois, c'est le fun, toujours, c'est le fun d'être accompagné de gens qui ont des compétences. Fait que c'est loin d'être simple comme enjeu, mais je me dis si ça, des enjeux comme ça peuvent être réglés, puis on s'assure de transférer les connaissances, avoir des gens qui nous accompagnent dans tout ça, là, je pense que ça serait ça l'idéal. Excellent. Thank you. Cyr. Excellent. Merci, Cyr. En 2030, je pense qu'on aurait vu, si on regarde ce qui a été dit par la FCA, c'est qu'on représente 190 familles de fermiers, et 190 000. Maintenant, avant, on parlait de 200 000 familles d'exploitants agricoles. Nous savons que nos exploitations deviennent de grandes entreprises. Il y aura de nouvelles exploitations agricoles qui vont commencer, mais il y aura aussi ceux qui vont nous quitter quand les entreprises vont se jumeler. Mais je pense que comment est-ce qu'on peut arriver à une main-d'œuvre qualifiée? Et comment est-ce qu'on peut avoir... Je crois que la stratégie va mener à moins de coupure dans les main-d'œuvre, moins de pénurie dans les main-d'œuvre. On devait avoir une main-d'œuvre plus diversifiée, plus de femmes, plus de Premières Nations, plus de personnes différentes qui seront impliquées dans l'industrie, impliquées dans les fermes, dans l'exploitation agricole. Nous voyons déjà un début. Nous espérons que ça va continuer. Ce serait là les vraies solutions. Je parle ici de Terre-Neuve. Nous sommes la seule province dans la décennie passée qui a un net zéro en immigration. Nous n'avons pas assez de personnes, nous n'attirons pas assez de personnes, nous ne faisons pas assez de bébés et nous sommes vieux, tels que moi. Et on ne va pas amener des gens pour faire des bébés et en même temps s'occuper de nos fermes et aussi de notre pisciculture en même temps. Terre-Neuve, c'est merveilleux quand on veut y venir, mais nous avons ce problème à plusieurs égards au Canada. La dépopulation de zones rurales où il y a l'agronomie et la production agroalimentaire. Et je pense que certaines de nos idées pourront aider l'industrie dans toutes nos régions. Peggy. La dernière étude a dit qu'en 2030, nous aurons 183 000 postes vacants. Je voudrais voir cela en recul d'un 25%. Ce serait un succès, à mon avis. Cela viendrait d'une combinaison de
d'une source d'émigration saine, accompagnée d'un grand intérêt dans notre industrie, dans son intégralité, et que cela continue pas simplement à travers la stratégie, mais qu'il y ait de grands profits pour que l'agriculture soit forte et pérenne. Je crois que ma perspective est à deux volets. D'abord, je voudrais que cette stratégie soit adoptée partout au Canada. C'est quelque chose qui a un impact sur nous dans toutes les provinces, dans toutes les régions. Et je crois qu'en travaillant à l'échelle provinciale et à l'échelle nationale, nous pourront avoir la clé à notre succès. Nous avons parlé aujourd'hui de collaboration. Ça a commencé. L'élan est là. Mais qui d'autre doit faire partie de ces discussions? Tel que je dis, je veux dire au Manitoba, où mon cœur est toujours apparemment, nous avons avancer de notre avance à la main-d'œuvre vers un accroissement exponentiel. Et nous avons dit, il ne s'agit pas simplement d'en parler, il faut passer à l'action. À chaque session, nous avons déterminé des actions. Nous avons déterminé à qui d'autre il fallait parler, qui d'autre il fallait interpeller. Et en 2030, je pense qu'on serait à un moment où nous pourrons parler de nos gains. Parce qu'il y aura des gains. Et ce faisant, on aura ces 25% que tu veux, Maggie. Mais aussi, nous allons établir un réseau vaste de personnes qui appuient l'agriculture en démontrant que l'agriculture est importante pour tout le monde et que c'est un moteur de notre économie. Et démontrer que peu importe si que vous travaillez dans le transport, dans la gestion des données, vous avez un rôle au sein de notre industrie et que nous puissions amener d'autres personnes à cette discussion au sujet de l'agronomie. Et je pense que voilà ce qui serait le succès pour moi. J'ai hâte de voir cela en 2030 et il faut que nous nous bougeons. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste quelques minutes pour recevoir des questions de notre auditoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous diriger vers les microphones, à poser des questions à nos panélistes ou à échanger avec nous par rapport à ce que vous faites à l'échelle locale. Paul. Du Québec, quand on voit la roue, le diagramme qu'il y a là, à chaque endroit, là, il y a plus que ça encore. Tu sais, tantôt, M. Couturier faisait effet que depuis des dizaines d'années, il y a des gens qui partent des campagnes pour aller vivre en ville. Ben, le village qui avait à l'époque 2000 personnes, ben aujourd'hui, s'il y en a seulement 800, là, ben ça fait de la main-d'œuvre de moins. Puis quand on parle d'automatiser des activités, ben ça nécessite des installateurs, ça nécessite des techniciens. Quand cette automatisation-là doit runner 24/7, ben ça prend des techniciens disponibles 24/7 dans tous ces endroits-là. Fait que on en parle entre nous. À l'époque, on disait que la main-d'œuvre au niveau agricole, c'était beaucoup des manœuvres pour travailler au champ. On n'est plus là, là. Ça prend des techniciens hautement qualifiés pour faire toutes sortes d'activités autour de l'agriculture. Puis s'il n'y a plus personne dans les régions rurales, bien, ça devient difficile. Là. Si le village de 2000 personnes, à l'époque, il y avait 5 électriciens, puis maintenant, il n'y en a plus rien qu'un, puis ils ne travaillent pas la fin de semaine, bien, ça peut être plate un peu. Ça fait que je pense qu'il faut en parler entre nous, mais il faut en parler avec toute notre communauté, les gens qui nous entourent, les décideurs publics. Comment est-ce qu'on fait pour garder des compétences dans nos campagnes, pour accompagner le développement de l'agroalimentaire là, dans tout son ensemble? Là. Voulez-vous que je réponde à ça, peut-être? Oui, je suis totalement... Essentiellement, si je parle... Peggy a déjà mentionné ça par rapport aux robots, ce genre d'affaires-là. Alors, il faut que les agriculteurs dans une région s'entreparlent pour voir ça va être quoi leurs besoins pour leur machinerie, pour leur automatisation, tout ça. Puis il faut aussi, parce qu'il y a des opportunités pour l'industrie qui accompagnent les techniciens de faire du travail si vous êtes plusieurs à les attirer. Alors, probablement, ça va être une des stratégies qu'on va mettre pour ces milieux-là où les villages sont en décroissance. Et on en parle déjà au gouvernement dans plusieurs provinces. Comment est-ce que vous allez nous aider un peu à attirer ce monde-là?
Peut-être que vous allez nous donner, subventionner pour les nouvelles machineries, une petite subvention pour nous aider à être plus perfectionnistes, puis aussi pour attirer toutes ces autres entreprises qui sont là pour aider les agriculteurs. And Peggy, you wanted to add? Vraiment, notre ville a bon santé aussi. It's necessary for our villages to. C'est nécessaire pour notre village d'être en bonne santé avec des médecins, avec des écoles. Il est nécessaire que nous ayons des villages forts et des communautés fortes. On les appelle en Ontario des hubs, des plaques tournantes. Nous avons besoin d'endroits où notre main-d'œuvre, où nos exploitants agricoles peuvent aller dans des écoles, où ils peuvent s'amuser. Il s'agit d'infrastructures ici, beaucoup. Les gens ne veulent pas déménager dans des endroits où il n'y a pas, où il y a de piètres bandes passantes, ou pas de bandes passantes, ou pas d'Internet. Ils veulent continuer à vivre dans des endroits où ils peuvent aller prendre un pot dans un pub. On a aussi besoin de bonnes routes, de bons ponts. On a besoin aussi de liens avec d'autres endroits. Toutes ces choses sont possibles. C'est une discussion plus élargie à voir. En dehors de votre cercle, on voit le mot infrastructure. Ceci n'est qu'un volet. Je suis d'accord avec vous. Nous voulons que nos endroits soient sains. Et de là, nous aussi, nous serons sains. En raison de la COVID, il y avait beaucoup de gens qui quittaient la ville, vivaient dans de petits villages. Mais on voit que, par conséquent, ça a mis de la pression sur les services dans différentes collectivités, dans différentes communautés. Ces gens-là ne peuvent plus travailler dans différents secteurs, en faisant du télétravail. Des entreprises, des grandes entreprises maintenant peuvent embaucher des personnes dans des milieux ruraux. Vous pouvez travailler à partir de chez vous. Vous n'avez plus besoin de travailler dans l'agriculture ni sur la ferme. Donc ça crée une pénurie de main-d'œuvre. L'autre chose, c'est que on doit également des endroits pour réparer nos camions. On a besoin de l'espace pour la transformation. Si on veut avoir des transformateurs, il faut avoir de l'électricité. Ce n'est pas une question seulement des villages, c'est également une question de milieux ruraux. J'aimerais ajouter une dernière chose. Il y a peut-être des gens dans nos communautés qu'on n'a pas encore identifiés. Même la façon dont on écrit la description de poste, parfois ça crée des barrières. On va afficher un emploi. J'ai affiché un emploi à GAC. On parle beaucoup d'expérience en matière d'agriculture. Parfois, lorsqu'on rédige des postes d'emploi, peut-être on ne cherche pas les bonnes compétences. Il faut vraiment sortir des sentiers battus pour pouvoir trouver les gens qu'on essaie de recruter. Martin Caron, l'UPA. Thank you so much for the panel. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci pour cette présentation. Une question, je sens que vous avez peut-être effleuré quelques commentaires sur être compétitif et productivité. Vous savez qu'on est, cet après-midi, on va commencer une assemblée annuelle au niveau de la FCA, l'ensemble des producteurs, productrices canadiens de l'industrie. Par rapport à la main-d'œuvre, puis je sens de plus en plus qu'est-ce qu'on vit, c'est une lourdeur administrative au niveau des gouvernements, que ce soit fédéral, provincial, et même au niveau de nos communautés municipales et villes. Je voulais juste voir dans cette stratégie nationale-là, parce que ça a été effleuré un petit peu, mais moi, je me dis, il va falloir passer des messages aussi, sachant cet enjeu-là au niveau de la main-d'œuvre. Il faut vraiment mieux structurer et faire confiance aux professionnalistes des producteurs et productrices agricoles du Canada.
Ça que j'aimerais un petit peu vous entendre par rapport à ça, sur cette stratégie-là, et comment qu'on peut rendre plus productive et compétitive l'État, qui est nos gouvernements. Comment faire en sorte que nos gouvernements comprennent nos besoins? Évidemment, la promotion, c'est un grand enjeu. La FCA, à leur réunion annuelle, lorsqu'ils rencontrent les ministères de l'agriculture par tout le pays, la pénurie, c'est une des 3 principales priorités. Pour que l'industrie devienne compétitive, on doit aborder ces enjeux, pas seulement la pénurie, mais également les besoins de l'avenir. Comme d'autres l'ont dit, comme Rihanna l'ont dit, c'est une question de collaboration entre l'industrie et le gouvernement. Nous savons que dans ce pays, pas toutes les provinces du pays ont une bonne relation avec le gouvernement fédéral. Tant et aussi longtemps que les producteurs se serrent les coudes pour trouver des solutions ensemble, tant qu'on collabore, je pense qu'on pourra améliorer la productivité et on pourra améliorer également la compétitivité, ce qui pose souvent problème. Même au sein de notre industrie, on peut parler de la pisciculture par exemple, ce qui te rend compétitif, c'est l'efficacité au sein du secteur. Peut-être on a 3 producteurs de saumon qui produisent 1 milliard par année à la ferme. Et souvent, ces producteurs n'ont pas assez de main-d'œuvre. Donc, ils se maraudent, ils se volent les travailleurs et travailleuses au sein d'une collectivité. Ça va attirer les jeunes travailleurs, parce que là, on ne parle pas de 15 $ par heure, on parle de 25-30 $ par heure. Si vous voulez travailler sur une ferme, vous allez obtenir 30 $ par heure. En tout cas, dans le secteur de la pêche. Mais malheureusement, les éleveurs vont avoir moins de pénurie. L'île du Prince-Édouard, on ne peut pas trouver de camionneurs, donc on leur donne un meilleur salaire durant la saison, mais il y a tellement de compétition dans le secteur du transport pour la main-d'œuvre. Alors, on offre des salaires plus élevés, on attire des travailleurs, mais il y a d'autres secteurs qui n'arrivent plus à attirer ces employés. Donc les producteurs devront avoir des employés plus efficaces, ils devront recevoir un salaire plus élevé. Mais peut-être le gouvernement peut appuyer notre industrie. Alors, 2 observations. C'est un problème de longue haleine. Dans le secteur de la serre, des serres, on me dit très souvent que c'est inspecté par le fédéral, ensuite par le provincial, ensuite par le municipal. En tant qu'industrie, on essaie de dire et de redire, si on pourrait accepter l'inspection à un niveau, ça pourrait faciliter les choses, on pourrait réduire la paperasse et on pourrait sauver de l'argent. Est-ce qu'on les a convaincus? Non. Mais on va continuer à faire cette demande. Deuxième observation, aujourd'hui, le Premier ministre va nous rendre visite. Peut-être c'est une question qu'on pourra lui poser. Excellent. Anyone else have... Quelqu'un d'autre aimerait intervenir? C'est la fin de cette table ronde. Il est important qu'on inclue le gouvernement au tout début de ce processus. Il s'agit d'enjeux à long terme. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a beaucoup de paperasse, particulièrement lorsqu'on parle de la main-d'œuvre. Par le passé, j'étais gestionnaire des ressources humaines. Parfois, lorsqu'on doit embaucher un travailleur, travailleuse, ça peut prendre beaucoup de temps, particulièrement si vous travaillez dans le secteur agricole.
Il faut s'assurer que le gouvernement fasse partie du processus, comme ça le gouvernement pourra comprendre nos enjeux. Deuxièmement, il faut cerner nos différentes opportunités. Quand l'agriculture va bien, l'économie du pays va bien. Alors, ce n'est pas une solution magique, mais c'est une façon de réussir. Souvent, le gouvernement pense que ce n'est pas un sujet pertinent, mais bien, dans bien des cas, c'est très pertinent. Dans certaines provinces, il faut obtenir un permis, un autre permis, un troisième permis. Et pourquoi pas avoir seulement un permis? Souvent, le gouvernement ne pense pas que de telles solutions s'offrent à nous. Parfois, il faut éclairer le chemin. Et ensuite, le gouvernement pourra trouver la bonne solution, la solution idéale. Notre gouvernement, la rotation, le roulement est très, très élevé. Il y a beaucoup de roulement au sein du leadership. Donc, parfois, le gouvernement ignore différentes solutions qui s'offrent à lui. Merci. On pourrait s'éterniser, mais je tiens à remercier les conférenciers et conférencières d'avoir partagé leur point de vue. Il faut mettre l'accent sur la collaboration, sur l'innovation pour résoudre le problème de la main-d'œuvre. Et j'espère qu'on pourra décrocher des victoires dans différents secteurs. C'est un grand enjeu. On ne veut pas seulement attirer de la main-d'œuvre, il faut également la recruter et la maintenir. Donc, on vous invite à faire partie de cette conversation. Comme on l'a dit, c'est tiré par l'industrie. Nous menons beaucoup de recherches. On va peut-être vous demander de remplir des sondages, participer à des interviews. On a besoin que ce contexte reflète les besoins de l'industrie. Et vos priorités, vos commentaires sont très importants. On vous demande de participer à cette activité de recueil d'informations. C'est fort apprécié. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez également contacter d'autres personnes qui font partie du projet. Si vous voulez entamer ces discussions à l'échelle provinciale, l'échelle régionale, on est là pour vous. Merci à Faye pour son leadership. Ça a été ce qu'elle a fait, c'est très important. Il faut absolument avoir voix au chapitre. Merci beaucoup.